Bien, donc après cette mise en perspective générale sur le problème de la donnée, mise en perspective faite à la fois par une juriste et par un économiste, on va passer à des choses plus concrètes en ce qui concerne d'abord les données de santé, et ensuite les données de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bon, j'avais eu quelques inquiétudes en voyant que Marie Bastien était partie, mais elle est revenue, fort heureusement. Elle a slalomé sur cette grille. Donc, je constate qu'elle est là, je constate avec Oui. plaisir qu'elle est là. Donc, elle va nous parler des données de santé, la construction du droit de la santé numérique. Si vous arrivez à tenir en 20 minutes maximum, ce serait l'idéal, comme nous avons pris un léger retard. Alors, mon intervention fait 14 minutes précisément, Parfait, donc je vais vous faire gagner du temps. c'est super. À vous la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais déjà, donc effectivement, on est sur la construction du droit de la santé numérique. Et pour aborder cette thématique, on va déjà tenter d'élaborer une petite définition de ce qu'on peut entendre par santé numérique, qui est déjà un terme qui a beaucoup d'équivalents. Par exemple, on va trouver télésanté, e-santé, santé connectée, m-santé pour la santé mobile. On va mettre tout ça sous le terme de santé numérique pour dire que ça va désigner en réalité tous les domaines où les technologies de l'information et de la communication sont mises au service de la santé. Et alors, dans le concret, ça va concerner des domaines comme la télémédecine, la prévention, le maintien à domicile, le suivi d'une maladie chronique à distance, toute la problématique autour des dossiers médicaux électroniques, ainsi que les applications mobiles et la domotique, c'est-à-dire l'intégration des nouvelles technologies dans l'habitat, très utile notamment pour la surveillance des personnes âgées. Alors, la transformation numérique de la médecine et la vision de la médecine du futur recouvre des concepts et des avancées scientifiques et techniques aussi diverses que le traitement, l'analyse et le stockage des données de santé avec le big data et le cloud, les algorithmes, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, la génomique et toutes les données omiques, tous les objets connectés, la robotique, la réalité virtuelle, augmentée, l'impression 3D, etc., etc. Et donc, on les résume aussi parfois sous l'acronyme NBIC pour nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Alors, juste avec ça, on comprend déjà bien l'impact de la santé numérique sur notre système de santé actuel. Alors, notons déjà que la santé numérique a longtemps demeuré sous-exploitée. Et c'est un constat qui est vrai pour la totalité des pays de l'OCDE. Le contexte a évidemment beaucoup évolué ces dernières années. J'irais même jusqu'à dire en particulier ces tout derniers mois. Et la santé numérique semble être aujourd'hui la solution alliant l'efficacité des soins apportés à la maîtrise des dépenses de santé, mais sa généralisation implique de trouver des réponses à des questions évidemment de tous ordres, telles que la confidentialité des données personnelles, la gestion du déploiement de solutions techniques pour couvrir l'ensemble de la population, le basculement vers le numérique des services de santé actuels, mais aussi la responsabilité, la formation, l'autonomie ou encore l'acceptabilité. Alors, il va de soi que l'intérêt de ce sujet concerne avant tout les enjeux juridiques. Mais il convient quand même de préciser que les enjeux sont beaucoup plus larges, évidemment. Et on peut ainsi relever un enjeu de politique publique avec la lutte contre la désertification médicale, ainsi qu'un enjeu économique concernant notamment la réduction des dépenses de santé grâce à la santé numérique qui favorise l'instauration d'une médecine davantage préventive, voire prédictive, que curative. Alors, l'enjeu juridique questionne en réalité la suffisance ou l'insuffisance de notre corpus normatif. Les avancées technologiques, qui sont aujourd'hui alliées à des usages diversifiés des réseaux 3.0 et 4.0, au progrès de l'intelligence artificielle et des objets connectés, obligent désormais à interroger les termes de l'équation entre la santé, le numérique et le ou les droits. Alors déjà, la notion de télémédecine, il faut savoir que c'est la seule à avoir suscité l'intérêt du législateur. L'acte de télémédecine constitue un acte médical à part entière quant à son indication et sa qualité, c'est-à-dire qu'il n'en est absolument pas d'une forme dégradée. Donc la télémédecine a fait une nette percée dans la loi à compter de l'année 2004. Et depuis, l'intérêt du législateur ne s'est pas essoufflé, pas encore. Avec la loi du 13 août 2004, ensuite on a eu la loi HPST du 21 juillet 2009, et surtout son décret d'application relatif à la télémédecine du 19 octobre 2010, eh bien, ces dispositifs sont venus renforcer le dispositif initial en instaurant une typologie des actes considérés, à savoir la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la réponse médicale. Et puis enfin, la dernière évolution législative, notamment terminologique,
avec une loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, vient remplacer l'intitulé du chapitre encadrant la télémédecine par le terme télésanté et insère une nouvelle notion, celle de télésoins, permettant d'étendre la télésanté aux pharmaciens et à tous les auxiliaires médicaux. Alors, ceci étant dit, tous les travaux d'évaluation s'accordent sur un point. Les difficultés liées à la prise en charge financière des actes de télémédecine freinent considérablement son développement. Jusqu'en 2018, il faut savoir que la télémédecine avait été conçue et déployée dans un cadre purement et strictement expérimental, avec des financements à l'époque portés par les fonds d'intervention régionaux, censés évidemment préparer un financement de droit commun. Et ce n'est que depuis septembre 2018 que l'acte de téléconsultation fait désormais l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie. Et plus récemment encore, en février 2019, c'est au tour de la télé-expertise de faire également l'objet d'un remboursement. Malgré cela, la télémédecine ne parvenait pas à se démocratiser. Et il a fallu une pandémie brutale pour faire exploser le recours à cette pratique. Les conditions de remboursement par miracle ont été rapidement assouplies. Il est passé de 70% à 100%. Donc même les remparts administratifs n'ont pas pu résister au virus. Ainsi, grâce, si l'on peut dire, à la pandémie de la Covid-19, le confinement instauré mi-mars a fait exploser le recours à cette pratique, avec 1 million de téléconsultations enregistrées par la CNAM pour la seule semaine du 30 mars. Entre février et avril 2020, le nombre de téléconsultations a été multiplié par plus de 100. Les actes remboursés sont ainsi passés de 40 000 en février à 4,5 millions en avril. Il fallait donc quelque part une pandémie pour percevoir l'utilité de la télémédecine et voir se développer plus vite que jamais un foisonnement d'initiatives innovantes au service de la santé. Alors la tendance générale est à considérer que les risques liés à la santé numérique sont finalement déjà connus et que rien ne change en apparence. Il en va ainsi des questions liées à la responsabilité, où le droit commun de la responsabilité médicale sert de référence et semble pouvoir suffire. Par exemple, l'alinéa 2 de l'article L 6316-1 du Code de la santé publique vise à borner les cas dans lesquels le recours à la télémédecine pourrait être utilisé. Je cite, la télémédecine permet d'établir un diagnostic, d'assurer pour un patient à risque un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire évidemment des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou encore d'effectuer une surveillance de l'état des patients. La responsabilité du médecin qui pratiquera par la voie de la télémédecine ne change donc pas de nature. C'est une responsabilité pour faute, dont le fondement est établi depuis la loi du 4 mars 2002 à l'article L 1142-1 du Code de la santé publique. D'autre part, si le matériel nombreux utilisé dans le cadre d'un acte télémédical peut être aussi mis en cause suite à un dommage causé au patient, eh bien, le fournisseur de matériel ou de logiciels servant de base à l'acte, ou encore l'opérateur de réseau, peuvent eux aussi être appelés en garantie. Donc, plus largement, tout intervenant de nature technique est potentiellement responsable vis-à-vis de l'utilisateur, à savoir le praticien. Sont donc, in fine, susceptibles de voir leur responsabilité engagée les fabricants de matériel, les fournisseurs de solutions logicielles, par exemple les éditeurs de solutions en imagerie médicale, les opérateurs de télécommunications en charge du transport des données, et puis tous les prestataires de l'enfance. En revanche, si des textes existent, ils ne couvrent pas l'ensemble des enjeux liés à la santé numérique, et bon nombre de problématiques restent encore à ce jour dénuées de solutions juridiques. Alors on peut ici évoquer l'exemple du RGPD qui a, il faut quand même le souligner, pour la première fois depuis les législations relatives aux données personnelles des années 70-80, proposé une définition large de la donnée de santé. Il s'agit désormais de l'ensemble des données se rapportant à l'état de santé d'une personne concernée qui révèlent des informations sur l'état de santé physique ou mental, passé, présent ou futur, de la personne concernée. Alors, il est toutefois possible de se demander si le règlement lève véritablement toutes les incertitudes concernant la notion de données de santé par le simple fait que la dite définition ne figure pas dans le corps du règlement, mais simplement dans un considérant qui, par définition, ne possède pas de force contraignante, laissant ainsi une large marge d'appréciation et d'adaptation dans les corpus juridiques nationaux. Puis la définition, quoique précise, énumère ensuite une liste d'informations à considérer comme étant des informations relatives à l'état de santé. On trouvera une maladie, un handicap, un risque de maladie,
tous les antécédents médicaux, un traitement clinique, l'état physiologique ou biomédical de la personne concernée, etc., etc. Or, on sait aujourd'hui que des informations tout à fait diverses et ordinaires, telles que des données sur la consommation, de localisation ou de navigation sur Internet, qui ne révèlent absolument rien prises isolément, eh bien, peuvent potentiellement, une fois recoupées, devenir des indicateurs très sérieux de l'état de santé actuel ou futur d'un individu. Dans le même sens, le RGPD fait la part belle à l'anonymisation ou à la pseudonymisation des données. Or, des études ont très tôt démontré qu'avec les techniques de recoupement et de triangulation permises par le big data, c'est-à-dire le traitement algorithmique, massif et rapide des données, eh bien, la réidentification de l'individu était aisément réalisable. Alors, cela ne revient-il pas à se demander s'il faut ou non réguler les algorithmes? La question se trouve depuis quelques mois fréquemment évoquée aussi bien dans la presse généraliste que parmi les experts du numérique et des politiques publiques. Elle ne constitue en réalité cette question que le prolongement de la question de la régulation du numérique lui-même. On le sait, l'univers numérique s'est constitué en partie en opposition à l'idée même de normes, du moins de normes juridiques. De la contre-culture américaine des années 60 à la mise en avant par les entreprises numériques de la nécessité de ne pas entraver l'innovation par un système de normes inadapté à un univers qui est fondamentalement nouveau, eh bien, cette méfiance à l'égard de la régulation trace comme un fil rouge. Alors, un certain nombre des enjeux soulevés par les algorithmes constituent à ce jour un angle mort du droit et des différentes dispositions juridiques. Ces mêmes dispositions ne concernent en réalité les algorithmes que dans la mesure où ils utilisent pour fonctionner des données à caractère personnel et où leurs résultats s'appliquent directement à des personnes. C'est notamment le cas de notre loi informatique et liberté. Or, bien des algorithmes n'utilisent pas de données à caractère personnel. C'est par exemple le cas de l'algorithme imaginé par Cathy O'Neil aux États-Unis pour composer les repas de ses enfants. Alors, on pourrait imaginer en ce sens un algorithme établissant les menus des cantines scolaires selon certains critères, l'optimisation du coût des denrées, la qualité nutritionnelle, etc., etc. Et qui pourrait finalement être utilisé à l'échelle d'un pays entier. Eh bien, un tel algorithme, sans traiter de données personnelles, serait susceptible d'avoir des impacts sociaux et économiques du fait même de son échelle de déploiement. Or, la loi n'a jusqu'ici pas pris en compte cette dimension nouvelle. Dans le domaine médical, où la qualité de la prise de décision peut être beaucoup plus facilement évaluée ou du moins quantifiée, on peut logiquement se demander quelle marge d'autonomie resterait au médecin face à la recommandation en termes de diagnostic et de solutions thérapeutiques à privilégier, qui serait fournie par un système d'aide à la décision extrêmement performant. On annonce en effet que l'intelligence artificielle serait supérieure à l'homme pour le diagnostic de certains cancers ou pour l'analyse de radiographie. Dans le cas où ces annonces s'avéreraient exactes, il pourrait donc devenir un peu hasardeux pour un médecin d'établir un diagnostic ou de faire un choix thérapeutique autre que celui recommandé par la machine, laquelle deviendrait dès lors le décideur effectif. Dans ce cas-là, se pose alors la question de la responsabilité. Celle-ci doit-elle être reportée sur la machine elle-même, qu'il s'agirait alors de doter d'une personnalité juridique, sur ses concepteurs? Doit-elle être encore assumée par le médecin? Mais si cela peut certes sembler résoudre le problème juridique, cela n'aboutit-il quand même pas à une déresponsabilisation de fait, ou tout au moins au développement d'un sentiment d'irresponsabilité? Alors on voit bien que, d'une manière globale, la question posée ici est celle de l'équilibre à trouver entre protection des libertés et progrès médicaux. L'éthique apparaît souvent comme une éclaireuse du droit. La norme éthique est une préfiguration de la norme juridique. Que le législateur demande à une institution comme la CNIL de produire une réflexion éthique place bien à l'horizon plus ou moins proche d'une telle réflexion l'inscription législative de celle-ci. Eh bien, l'inscription dans la loi d'une réflexion éthique semble répondre aux besoins d'un espace nécessaire de réflexion collective sur un pacte social, dont certains aspects essentiels, tels que les libertés fondamentales, l'égalité entre les citoyens ou la dignité humaine, peuvent être remis en question dès lors que l'évolution technologique déplace la limite entre le possible et l'impossible et nécessite de redéfinir la limite entre le souhaitable et le non souhaitable. Alors, quand il est question de l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le domaine de la santé, beaucoup évoquent une révolution. Mais comme le rappelle Montesquieu,
on peut poser pour maxime générale que toute révolution prévue n'arrivera jamais, que si d'un autre côté on consulte les histoires, on ne trouvera partout que de grands événements imprévus. Alors sans doute peut-on préférer le terme de nouveau paradigme de santé numérique, tant le potentiel tout de même de transformation du système de santé paraît immense. Il est certain que de grandes tendances se font jour, mais savoir faire la différence entre l'écume et les vagues de fond reste encore un peu malaisé. Il est non moins certain que des facteurs aujourd'hui impossibles à prévoir pèseront évidemment sur les évolutions futures, et il est très probable in fine qu'une révolution se produira bien, mais peut-être pas où elle est attendue. Je vous remercie pour votre attention.